Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Les Échos de la Finance. Après les sujets graves que nous avons abordés les semaines précédentes, nous avons décidé aujourd'hui d'aborder un sujet non pas moins important, mais un peu plus léger, qui pourra peut-être apporter un sourire au visage de nos téléspectateurs. Il s'agit du monde de la menuiserie. Monde silencieux, peu connu, et bon, mais vous les connaissez tous. Leur showroom, ce sont les trottoirs de certains quartiers, avec une concentration du côté de la faculté de médecine, de la rue Oswald-Durand, mais il y en a partout, à Pétionville, Bourdon, partout où vous allez, vous tombez sur un coin de rue où vous avez des meubles, des chaises, des tables, des lits, et tout ça bien poli à la main. Donc nous allons essayer de pénétrer un petit peu ce monde qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui est certainement beaucoup mieux organisé que les apparences veulent bien le faire croire. Évidemment, nous allons faire ça, comme d'habitude, avec notre ami William Savary. Bonsoir, William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Alors, une introduction extraordinaire. Le monde de la menuiserie. Absolument. Maintenant, avant de faire les commentaires, je veux signaler que deux de nos téléspectateurs m'avaient interpellé sur la question de la tradition dans l'économie. Donc, comment faire cette fusion? Parce que nous avons parlé la dernière fois de la privatisation, de la nationalisation. Exact. Et on a évoqué le fait qu'il y a en Haïti 3 systèmes qui évoluent parallèlement. C'est-à-dire le système traditionnel basé sur le patriarcat et qu'on retrouve dans la COU. Et il y a le système de la nationalisation qui fait que les citoyens pensent recevoir tout de l'État, une dépendance de l'État, donc qui fait de l'État-providence. Et il y a également une partie de l'économie haïtienne qui évolue selon les principes du marché et la concurrence libre. Très bien. Et sauvage. Ouais? Oui. Donc pour répondre à la question, oui, il y a moyen pour les organisations traditionnelles, les LACU, de jouer un rôle dans l'économie, mais ce n'est pas un rôle à part, mais plutôt c'est une complémentarité dans l'équilibre de l'économie. Donc c'est comment s'en servir pour la production, comment s'en servir de leur division du travail, avec leur perception de la division du travail qui sont les combits, etc. Et leur financement qui est un financement de solidarité. Donc oui, il y a ça, mais pour cela, il faut une réflexion totalement innovatrice, parce que on ne va pas retrouver ça dans les livres. Et un champ de l'économie qui adresse cette question, c'est le champ de l'économie, de l'anthropologie économique. Donc, ça, c'est comme piste de recherche. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, en effet. Ouais. Bon. Maintenant, pour retourner au sujet du jour. Au monde de la menuiserie, des fabricants de meubles. Les gens doivent s'attendre à être outillés pour une meilleure appréciation de cette industrie et aussi une meilleure appréciation des gens qui y évoluent. Et aussi, peut-être, avec le temps, développer une certaine appréciation pour les meubles qui sont fabriqués dans le pays. Initialement, je dois dire que les menuisiers en Haïti, la matière première qu'il leur faut, c'est le bois. C'est la matière première. Par définition, oui. Maintenant, il faut dire qu'il y a la première source de bois qui vient, c'est le bois de la République d'Haïti. Maintenant, ce qui se fait, un spéculateur va dans votre quartier ou dans un quartier quiconque ou dans la paysannerie ou dans les montagnes, trouve un arbre et si c'est chez vous, il achète l'arbre de vous et fait venir des coupeurs d'arbres avec des scies et à dents et à partir desquels il coupe et fabrique les planches. Exact. Et à partir des planches de point de vue local, ils sont vendus aux menuisiers qui, eux autres, travaillent la planche. Et font un produit fini. Il y a, lorsqu'ils ont besoin de bois beaucoup plus
soigneux, ils apportent le bois importé. Donc, ils vont en ville, ils vont apporter chez les fournisseurs de bois, chez les importateurs de bois. Donc, l'importation du bois en Haïti, leur plus grand consommateur, ce sont les menuisiers. Hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à l'intérieur de ce système, il y a un système de financement. Ce système de financement ne vient pas des banques ou des coopératives financières, parce que les menuisiers, en général, selon eux, c'est un business à grand risque. Et parce que les produits qui sont fabriqués sont exposés, comme vous l'aviez dit tantôt, dans les rues. En plein air, oui. Il n'y a pas d'assurance. Si jamais il y a un accident, qu'une voiture démarre et détruit le produit de leur travail, il n'y a absolument aucune façon pour eux d'être dédommagés. Même l'assurance de l'automobile, en général, c'est... les gens qui y travaillent n'ont pas une patente. Et on réclame d'eux une patente pour être remboursé. Pour être remboursé. Donc, c'est un risque extraordinaire que les gars, dans lequel les gars s'engagent après avoir fait des investissements très lourds. Et les investissements qui sont très lourds se font dans les équipements, dans les outils, et aussi dans le loyer. Parce que une grande partie des fois, là où vous voyez que les gars sont installés et qu'ils travaillent, ça ne leur appartient pas. Et c'est une ferme. Donc, ils ont un bail qu'ils paient à un propriétaire annuellement. Et à partir de ce lieu de travail, ils font beaucoup plus que fabriquer des meubles. Il y a un programme de formation professionnelle où ils intègrent des jeunes de leur quartier, des apprentis qui viennent de... C'est comme au Moyen-Âge, où le gars venait chez un boss. Il y avait le maître et il apprenait... Le maître ouvrier et les apprentis. Il apprend du maître ouvrier, et à l'intérieur des divers lieux de fabrication de meubles dans le pays, il y a un système où l'apprenti passe de lieu de apprentissage à autre pour maîtriser la profession. C'est ça. Maintenant, donc ce niveau de formation professionnelle n'est pas encore reconnu au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et quoique il y a actuellement un programme au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour la validation des acquis, donc on souhaite que ces gars-là pourraient être qualifiés pour obtenir leur diplôme à partir de ce programme qui est financé par la Suisse. Et donc ensuite avoir une patente, etc. Et être complètement intégré au système. Maintenant, il y a le fait que les gars, ils sont des locataires, mais ils achètent leurs outils, mais les outils aussi sont fédérés. Donc, si toutefois un gars achète un marteau ou une scie ou un instrument, un outil électrique, ciseau à bois, et ça, ils se partagent l'usage de cet instrument pour les rendre beaucoup plus efficaces. Donc, si je comprends bien, cette organisation de ce monde de la menuiserie se rapprocherait beaucoup plus de ce que vous décriviez tout à l'heure, qui est l'économie des lacous. Bon, oui. Pourquoi? Parce que ce sont des gars qui sont organisés. En fait, chaque espace de menuiserie pourrait être considéré comme un lacou. Et il y a cette solidarité entre eux, et solidarité en tant que travail, en tant que savoir-faire, le partage des outils. Donc ça, effectivement, et ça vous donne une idée de ce que pourrait être un modèle d'usage ou d'intégration des lacous dans l'économie. C'est exactement, bien dit. Mais il y a autre chose qui m'a toujours frappé avec ce genre d'organisation, c'est le profond respect du maître. Le profond respect du maître, absolument. C'est extraordinaire. Et là, vous avez vraiment l'Haïti traditionnel. Parce que l'apprenti obéit aux ordres du maître et les principes de travail qui lui sont inculqués sont respectés. Et c'est si vous voyez les meubles qui sont fabriqués, que vous voyez dans les rues, ils ne sont pas mal. Vous ne pouvez ne pas vouloir les acheter parce que c'est fabriqué en Haïti. Il y a ce préjugé de plusieurs personnes pensant que les meubles fabriqués en Haïti ne sont pas à la hauteur de leur désir, mais ce sont des meubles qui sont de très bonne qualité et de bon bois.
Maintenant, ce sont des meubles de grande qualité, surtout compte tenu des outils que ces gens Absolument. ont à leur disposition. Parce que utiliser une égoïne ou une scie à bois, quand vous avez dans les pays développés, aux États-Unis, en France, ailleurs, des machines parfaitement sophistiquées qui vous découpent ça au millimètre près, le gars, lui, c'est à la main qu'il y va. Et malgré tout, il est au millimètre près. bon, pas toujours, hélas. Disons au centimètre près. Ça dépend, non, ça dépend du maître. Ouais. Ça dépend du maître. Il y en a qui sont extrêmement exigeants, d'autres qui sont un petit peu plus laxistes. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas trop grave. Si c'est un peu bancal, c'est pas grave. Mais oui, non, là, il y a une école. Il y a une école de la solidarité. Absolument. Maintenant, je dois vous dire une chose qui n'est pas très connue dans le pays. Il y a plusieurs magasins de meubles dans le pays. Les meubles qui sont vendus sont fabriqués à JB Damien. Hein? Qui était la grande école. Qui était la grande école. Et parmi ces maîtres dont nous venons évoquer, il y a beaucoup d'entre eux qui sont issus, par exemple, des écoles professionnelles. C'est ça. Okay? Donc, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec plusieurs gens qui sont dans la ferronnerie. La majeure partie de ces gars ont fait l'école professionnelle. Il y avait dans les années 60 des grands maîtres qui, eux, ont formé les maîtres que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a une transmission du savoir qui se fait de façon constante dans cette industrie. Mais vous me disiez, hors antenne, quelque chose qui m'a absolument sidéré. Vous me disiez que certains de ces lacous, reprenons l'étymologie, certains de ces lacous comptent plusieurs dizaines d'individus qui forment un grand combit, en quelque sorte. Pour le travail. Pour le travail. Maintenant, là dans les ateliers que j'ai visités, enfin, il y a un des ateliers qui avait 100 personnes. 100 personnes. Ouais. Un seul maître. Atelier, non. Il y avait plusieurs maîtres. 7 maîtres. 7 selon la spécialité. La découpe, la ceci, le vernissage, etc. Et même la conception des meubles. Ah ben oui, forcément. Oui, quoique là, la conception, c'est un peu comme la peinture qu'on voit accrochée au mur des villes, c'est un petit peu répétitif. Bon, mais quand même, il faut quelqu'un il faut prendre les mesures exactes. Ah, mais bien entendu. Il faut les dessins. Un bon équerre. Oui, il faut avoir l'équerre, absolument. Donc, c'est beaucoup plus avancé qu'on ne le pense. Maintenant, les défis, quels sont les défis de ces gars? Premièrement, nous avons les défis de mairie. Parce que les meubles sont exposés au coin des rues. C'est ça. Et selon les lois des communes, oui, merci, c'est ce trottoir. Selon les lois des communes, c'est pas permis. Quoique la majeure partie des commerces de ce pays se font sur les trottoirs. Absolument. Okay? Maintenant, et là, les mairies exercent un pouvoir abusif lorsqu'il s'agit de les pénaliser. Donc, maintenant, le fait qu'ils n'ont pas obtenu, je dis bien qu'ils n'ont pas fait l'effort pour obtenir leur patente. Ça les rend beaucoup plus vulnérables parce qu'ils ne peuvent rien réclamer. Parce qu'avec la patente, ils peuvent revendiquer qu'ils ont payé les impôts. Donc, lorsque vous ne payez pas les impôts, vous n'avez pas de patente, vous n'avez absolument aucun droit. C'est ça. Donc, maintenant, ils sont à la merci. À la merci des mairies. Et si vous voulez, des requins des mairies. Ou des requins des mairies, oui. Donc, ça, c'est un premier défi. Donc, pour cela, j'ai même proposé mes services gratuitement à certains d'entre eux pour les piloter et jusqu'à obtenir leur patente. Maintenant, important d'avoir la patente parce que avec la patente, vous pouvez également obtenir un financement. Le financement dans les coopératives. Donc, et le financement pour eux devient important parce que si toutefois ils ont fabriqué leurs meubles et que ce n'est pas vendu après 1 mois, après 2 mois, il faut pouvoir les stocker quelque part. Il faut les stocker quelque part, il faut la bouffe. Eh oui, bien sûr. Et ces gars, ce sont des gars qui ont des familles. Plusieurs des gars que j'ai rencontrés avaient déjà commencé à construire leur foyer. Donc, il y avait 1, 2, 3 enfants.
quelqu'un d'entre eux construisait déjà leur maison. Donc, comme la pratique haïtienne, bien sûr, ils ont construit une pièce. Dans cette pièce, tout le monde se retrouve et petit à petit. Et au fur et à mesure, on ajoute des extensions. Exactement. Donc ceux-ci, ils sont profondément engagés. Là où j'ai été... Mais ils sont propriétaires du terrain. Ils ont acheté leur terrain et ils bâtissent sur le terrain. Donc ça signifie finalement, du point de vue simplement économique et commercial, que c'est une activité qui, lorsqu'elle est bien faite, ça peut quand même rapporter. Bien, ça rapporte. Ce sont des gars... J'ai rencontré un gars qui a 5 enfants. 2 des enfants sont à l'école aux États-Unis. Wow. Incroyable. Incroyable. Donc ce sont des gars qui travaillent. Bon, il y a certains d'entre eux qui me disent, mais pourquoi je devrais partir? Mais il y a un d'entre eux qui a fait une remarque extraordinaire, qui est quelque chose que nous disions constamment dans le show, dans nos interventions, que lui, il ne voit pas ce que viennent faire les investissements étrangers en Haïti. Parce que pour lui, l'investissement étranger, lorsque ça arrive, ça n'arrive jamais vers eux. Ça reste quelque part collé quelque part dans des entreprises ou avec des hommes d'affaires qui n'ont rien à voir avec eux. Et eux, ce qu'il leur faut, ils l'obtiennent en se fédérant eux-mêmes. Donc pour eux, émigrer, ce n'est pas une option. C'est ça. La réussite pour eux, leur prospérité dépend du travail qu'ils font sur place. Donc ce qu'ils requièrent, c'est peut-être un encadrement, un encadrement qui leur permettrait d'avoir accès au crédit et de pouvoir jouir de l'appréciation du public qui, lorsque le public passe pour leur installation, pourrait s'arrêter et marchander quelque chose. Donc, c'est vraiment... Maintenant, en plus de ce marché qu'ils fabriquent et exposent dans leur showroom, entre guillemets, ils travaillent également sur commande. Donc, quelqu'un, par exemple, des États-Unis ou de n'importe où, vient avec la photo d'une pièce antique ou de n'importe quelle période. Et ils font la reproduction. Oui, absolument. Oui, et ça, c'est le gros morceau de leur business. Oui. Un aspect un peu triste, peut-être, de ce monde de la menuiserie, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, qui est celui du bois. Je me rappelle, dans ma jeunesse, l'acajou d'Haïti avait la réputation d'être le plus bel acajou au monde. Une teinte, un brillant extraordinaire. Aujourd'hui, malheureusement, l'acajou est très souvent remplacé soit, et là c'est encore plus triste, soit par du bois de manguier. C'est-à-dire qu'on abat un arbre fruitier. Et quel arbre fruitier! On abat un arbre fruitier pour en faire des meubles, et des meubles de pas très bonne qualité, parce que le bois de manguier n'est pas tellement solide. On ne laisse pas les chênes, ce qu'on appelle bois de chêne, en Haïti, se développer suffisamment pour avoir des troncs. Bon, il faut dire que le chêne prend très longtemps, évidemment, à grandir et à devenir mature. Mais c'est un peu triste, parce que cette activité participe quand même, directement ou indirectement, au problème de la déforestation en Haïti. Parce que c'est pas régulé, c'est pas réglé. La question que vous évoquez est transversale. Parce que exactement. En dehors mais fondamentale aussi, parce que le déboisement en Haïti est un problème crucial. Donc, ce qui dit maintenant, nous parlons de la gestion des forêts. Nous parlons de la gestion, comment couper un arbre, et pour couper un arbre, il y a une loi dans les livres de la République, pour chaque arbre coupé, il faut planter 2. William, dans les livres de la République, il y a toutes les lois du monde. On est d'accord. Les meilleures, ok? Mais essayez de les appliquer. Mais la question demeure, la gestion est vraiment fondamentale, parce que c'est la même chose pour le charbon de bois. Exactement. Donc, tout ceci, quoique le charbon de bois est indépendant de la menuiserie, mais la question de la gestion. Mais c'est la même matière première. C'est la même matière première. Voilà, donc, bien sûr. Donc, effectivement, là, ça revêt du ministère de l'Environnement, je crois, qui a la responsabilité des forêts, probablement, des espaces verts, etc. Oui, mais la gestion des forêts, moi je vois dans les forêts européennes, les gens qui sont responsables de la gestion des forêts, ce sont des gens qui sont
supérieurement diplômés. Je vous raconte quelque chose. Une fois, j'étais en Suisse travailler et je devais conduire pour aller à Liechtenstein. Mais arrivé sur la route, il y avait un endroit où il y avait un arbre, un gars avec l'insecticide au dos qui aspergeait l'herbe entre les pierres. J'ai demandé à mon chauffeur, mais exactement, il va faire ça combien de temps? Il dit, mais c'est son travail. Il est placé sur ce tronçon de route pour strictement nettoyer les pierres de la route. Ah ben oui, ben oui. Eh oui, qu'est-ce que Maintenant, vous voulez? une chose qu'il faut additionner, ce n'est pas seulement des hommes qui sont impliqués dans la menuiserie, il y a aussi des femmes. Pas possible. Oui. J'en ai jamais vu. Ah oui, il y en a. J'en ai jamais Par vu. exemple, là où j'ai été, il y avait des femmes qui faisaient le poli. Il y Le avait polissage. le Oui, polissage. ça aussi, c'est une spécialité haïtienne parce qu'ils ont ce poli au tampon Ouais. qu'ils font à la main. Ouais, il faut beaucoup de patience pour Et, le faire. oui, qu'on ne fait plus dans les pays industrialisés. On peut faire passer un coup de spray ou un coup de peinture et puis ça y est, c'est bon. Tandis qu'un vrai poli au tampon, c'est sublime. Une anecdote, la femme qui faisait le polissage, elle est arrivée à un point sur le meuble où il y avait des défauts. Eh bien, elle fait venir le menuisier, elle dit, il faut arranger ça avant que je le polisse. Magnifique. Bon, William, on pourrait continuer encore longtemps. En tous les cas, j'espère que cette petite porte que nous avons entrouverte sur ce monde de la menuiserie va faire que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand les gens passent sur les trottoirs à côté de meubles qui sont exposés en plein soleil avec les ouvriers et les maîtres qui les ont conçus et réalisés à côté, pensez à eux, aidez-les, et si possible, oui, allez marchander, même si vous n'en avez pas absolument besoin, marchander quelque chose, je suis sûr que ça... Mais, vous avez raison, c'est un monde dans lequel il faut absolument que l'État s'implique pour régler, pour régulariser les choses. Les encadrer. Et n'oubliez pas que ce sont des gars qui peuvent reproduire les meubles antiques. Si vous êtes quelqu'un que chez vous, vous aimez les meubles antiques, prenez une pièce de Louis XIV, allez faire reproduire la pièce. Oui, non, absolument, oui. Oui, tout à fait. Alors, bien. On dirait plutôt une pièce d'époque. Absolument, absolument, absolument. Merci William, merci pour cet éclairage. Et puis bon, on se voit la semaine prochaine, comme on l'a dit, voilà. Et à vous tous, eh bien, bon week-end et à très bientôt.